l'auteur allemand a pu dire « Chaque nouvel objet bien considéré ouvre en nous un nouvel organe. Jeder neue Gegenstand wohl beschaut schließt ein neues Organ hinaus auf. » Les choses ne vont pas aussi vite. Il faut beaucoup rêver devant un objet pour que l'objet détermine en nous une sorte d'organe onirique. Les objets privilégiés par la rêverie deviennent les compléments directs du cogito du rêveur. Ils tiennent au rêveur, ils tiennent le rêveur. Ils sont alors dans l'intimité du rêveur, des organes de rêverie. Nous ne sommes pas disponibles pour rêver n'importe quoi. Nos rêveries d'objets, si elles sont profondes, se font dans l'accord de nos organes oniriques et de notre chosier. Ainsi, notre chosier nous est précieux, oniriquement précieux, puisqu'il nous donne les bienfaits des rêveries attachées. Dans de telles rêveries, le rêveur se reconnaît comme sujet rêvant. Quelle preuve d'être que de retrouver en une fidélité de rêverie et son moi rêveur est l'objet même qui accueille notre rêverie. Ce sont là des liaisons d'existence qu'on ne saurait trouver dans la méditation du rêve nocturne. Le cogito diffus du rêveur de rêverie reçoit des objets de la rêverie, une tranquille confirmation de son existence. Les philosophes de l'ontologie forte, qui gagnent l'être dans sa totalité et le gardent intégralement, même en décrivant les modes les plus fugaces, dénonceront aisément cette ontologie dispersée qui s'accroche à des détails, peut-être à des accidents, et qui croit multiplier ses preuves en multipliant ses points de vue. Mais dans tout le cours de notre vie de philosophe, nous avons tenu à choisir à notre mesure les sujets de nos études. Et une étude philosophique de la rêverie nous sollicite par son caractère à la fois simple et bien défini. La rêverie est une activité psychique manifeste. Elle apporte des documents sur des différences dans la tonalité de l'être. Au niveau de la tonalité de l'être peut donc être proposée une ontologie différentielle. Le cogito du rêveur est moins vif que le cogito du penseur. Le cogito du rêveur est moins sûr que le cogito du philosophe. L'être du rêveur est un être diffus, mais en revanche cet être diffus est l'être d'une diffusion. Il échappe à la ponctualisation du hic et du nunc. L'être du rêveur envahit ce qui le touche et diffuse dans le monde. Grâce aux ombres, la région intermédiaire qui sépare l'homme et le monde est une région pleine, d'une plénitude à la densité légère. Cette région intermédiaire amortit la dialectique de l'être et du non-être. L'imagination ne connaît pas le non-être. Tout son être peut bien penser pour un non-être aux yeux de l'homme de raison, aux yeux de l'homme au travail, sous la plume du métaphysicien de l'ontologie forte. Mais en contrepartie, le philosophe qui se donne assez de solitude pour entrer dans la région des ombres baigne dans un milieu sans obstacle où aucun être ne dit non. Il vit par sa rêverie dans un monde homogène, à son être, à son demi-être. L'homme de la rêverie est toujours dans l'espace d'un volume. Habitant vraiment tout le volume de son espace, l'homme de la rêverie est de toutes parts dans son monde, dans un dedans qui n'a pas de dehors. Ce n'est pas pour rien qu'on dit communément que le rêveur est plongé dans sa rêverie. Le monde ne lui fait plus vis-à-vis, le moi ne s'oppose plus au monde. Dans la rêverie, il n'y a plus de non-moi. Dans la rêverie, le non n'a plus de fonction, tout est accueil. Un philosophe féru d'histoire de la philosophie pourrait dire que l'espace où est plongé le rêveur est un médiateur plastique entre l'homme et l'univers. Il semble que dans le monde intermédiaire où se mêlent rêverie et réalité, il se réalise une plasticité de l'homme et de son monde sans qu'on ait jamais besoin de savoir où est le principe de cette double malléabilité. Ce caractère de la rêverie est si vrai qu'on peut dire à l'inverse, où il y a malléabilité, il y a rêverie. Dans la solitude, il suffit qu'une patte soit offerte à nos doigts pour que nous mettions à rêver. La terre et les rêveries de la volonté. Le rêve nocturne, à l'inverse de la rêverie, ne connaît guère cette plasticité douce. Son espace est encombré de solides, et les solides gardent toujours en réserve une surhostilité. Ils tiennent leur forme, et quand une forme apparaît, il faut penser, il faut nommer. Dans le rêve nocturne, le rêve souffre d'une géométrie dure. C'est dans le rêve nocturne qu'un objet pointu nous blesse dès que nous le voyons. Dans les cauchemars de la nuit, les objets sont méchants. Une psychanalyse qui travaillerait sur les deux bords, du côté objectif et du côté subjectif,
reconnaîtrait que les méchants objets nous aident, si l'on ose dire, à réussir nos actes manqués. Nos cauchemars sont souvent des coordinations d'actes manqués. Ils nous font vivre souvent des vies manquées. Et comment la psychanalyse, si abondante dans les études du rêve-désir, a-t-elle donné si peu de place à l'étude du rêve-remords? La mélancolie de certaines de nos rêveries ne descend pas jusqu'à ces malheurs vécus, revécus qu'un rêveur nocturne peut toujours craindre de revivre. Nous ne pouvons nous empêcher de renouveler sans cesse nos efforts pour marquer la différence entre le rêve de la nuit et la rêverie d'une conscience éveillée. Nous sentons bien qu'en éliminant de nos enquêtes des œuvres littéraires qui s'inspirent des cauchemars, nous fermons des perspectives visant la destinée humaine, et en même temps que nous nous privons de la splendeur littéraire des mondes d'Apocalypse. Mais il nous fallait écarter bien des problèmes si nous voulions traiter en toute simplicité le problème de la rêverie d'une conscience éveillée. Si ce problème était élucidé, peut-être que l'onirisme de la journée pourrait aider à mieux connaître l'onirisme de la nuit. On s'apercevrait qu'il y a des états mixtes, des rêveries rêves et des rêves rêveries, des rêveries qui tombent au rêve et des rêves qui se colorent en rêveries. Robert Desnos a fait remarquer que nos rêves nocturnes sont entrecoupés par de simples rêveries. En ces rêveries, nos nuits retrouvent la douceur. Une enquête plus large que la nôtre sur l'esthétique de l'onirisme devrait envisager une étude des paradis artificiels tels qu'ils sont décrits par les écrivains et les poètes. Que de visées phénoménologiques il faudrait pour déceler le jeu des différents états correspondant à différents narcotiques. Il faudrait pour le moins classer ces jeux en trois espèces: le jeu du sommeil s'il existe, le jeu de la narcose s'il garde valeur d'individualité, le jeu de la rêverie maintenu dans une telle vigilance qu'il peut se donner le bonheur d'écrire. Qui fixera jamais le poids ontologique de tous les jeux imaginés? Un poète écrit « Ce songe en nous est-il le nôtre? Je vais seul les multiplier, suis-je moi-même, suis-je un autre? Ne sommes-nous qu'imaginer? Ne sommes-nous qu'imaginer ?» Géo Librecht, enchanteur de toi-même. Y a-t-il un jeu qui assume ces multiples jeux, un jeu de tous ces jeux qui a la maîtrise de tout notre être, de tous nos êtres intimes? Novalis s'écrit « Die höchste Aufgabe der Bildung ist, sich seine transzendentalen Selbst zu bemächtigen, das Ich-Sein, Ich zugleich zu sein. » Schriften dans Novalis. Schriften. La tâche suprême de la culture, c'est de prendre la possession de son soi transcendantal, d'être en même temps le jeu de son jeu. Si les jeux varient de tonalité d'être, où est le jeu dominateur? En cherchant le jeu des jeux, je ne trouverons-nous pas, en rêvant comme Novalis, le jeu du jeu, le jeu transcendantal? Mais que cherchons-nous dans les paradis artificiels, nous qui ne sommes que psychologues en chambre, des rêves ou des rêveries? Quels sont pour nous les documents déterminants? Des livres, toujours des livres? Est-ce que les paradis artificiels seraient des paradis s'ils n'étaient pas écrits? Pour nous lecteurs, ces paradis artificiels sont des paradis de lecture. C'est pour être lus que les paradis artificiels ont été écrits, avec la certitude que la valeur poétique serait de l'auteur au lecteur, le moyen de communication. C'est pour écrire que tant de poètes ont essayé de vivre les rêveries de l'opium. Mais qui nous dira la part respective de l'expérience et de l'art? Edmond Jaloux, à propos d'Edgar Poe, fait une remarque pénétrante. L'opium d'Edgar Poe est un opium imaginé, imaginé avant, réimaginé après, jamais écrit pendant, qui nous donnera la différence entre l'opium vécu et l'opium magnifié. Nous, lecteurs qui ne voulons pas savoir, mais qui voulons rêver, nous devons suivre la montée qui va de l'expérience au poème. La puissance de l'imagination de l'homme, conclut Edmond Jaloux, est plus grande que tous les poisons. Edmond Jaloux dans Edgar Poe et les femmes. Edmond Jaloux dit encore en parlant d'Edgar Poe, il prête donc au pavot une des particularités les plus saisissantes de sa propre spiritualité. Mais là encore, celui qui vit les images psychotropes ne peut-il y trouver les impulsions de la substance psychotrope? La beauté des images augmente leur efficacité, la multiplicité des images relaie l'uniformité de la cause. Un poète n'hésite pas à se donner tout entier à l'efficacité de l'image. Henri Michaud écrit
Pas besoin d'opium, tout est drogue, à qui choisit pour y vivre l'autre côté, Henri Michaud dans Plume. Et qu'est-ce qu'un beau poème, sinon une folie retouchée, un peu d'ordre poétique imposé aux images aberrantes, un maintien d'une intelligente sobriété dans l'emploi intensif de même des drogues imaginaires. Les rêveries, les folles rêveries mènent la vie. Rêverie et cosmos. Quand un rêveur de rêverie a écarté toutes les préoccupations qui encombraient la vie quotidienne, quand il s'est détaché du souci qui lui vient du souci des autres, quand il est vraiment ainsi l'auteur de sa solitude, quand enfin il peut contempler sans compter les heures un bel aspect de l'univers, il sent, ce rêveur, un être qui s'ouvre en lui. Soudain, tel rêveur est rêveur de monde, il s'ouvre au monde et le monde s'ouvre à lui. On n'a jamais bien vu le monde si l'on n'a pas rêvé de ce que l'on voyait. En une rêverie de solitude qui accroît la solitude du rêveur, deux profondeurs se conjuguent, se répercutent, en échos qui vont de la profondeur de l'être du monde à une profondeur d'être du rêveur. Le temps est suspendu, le temps n'a plus d'hier et n'a plus de demain, le temps est englouti dans la double profondeur du rêveur, des rêveurs et du monde. Le monde est si majestueux qu'il ne s'y passe plus rien. Le monde repose en sa tranquillité, le rêveur est tranquille devant le La rêverie ne peut s'approfondir qu'en rêvant devant un monde tranquille. La tranquillité est l'être même et du monde et de son rêveur. Le philosophe en sa rêverie de la tranquillité est le lien qui unit le rêveur et son monde. Dans une telle paix s'établit une psychologie, les majuscules, les mots du rêveur deviennent des noms du monde, ils accèdent à la majuscule, alors le monde est grand, et l'homme qui le rêve est une grandeur. Cette grandeur dans l'image est souvent une objection pour un homme de raison. Il lui suffirait que le poète lui avoue une ivresse poétique. Il le comprendrait peut-être en faisant du mot ivresse un mot abstrait. Mais le poète, pour que l'ivresse soit vraie, boit à la coupe du monde. La métaphore ne lui suffit plus, il lui faut l'image. Voici par exemple l'image cosmique de la coupe agrandie. Dans ma coupe à bord d'horizon, je bois la rasade, une simple gorgée de soleil pâle et glacé. Pierre Chappuis, d'un poème publié par la revue Neuchâtel-Loise, mars 59, le poème a pour titre « À l'horizon, tout est possible ». Sans prendre la peine de nous donner une image, Barrès se contentait de dire que sur le bord des lacs italiens, on s'enivre à la coupe de lumière qu'est le paysage, du sang, de la volupté et de la mort. Les vers de Chappuis m'aident mieux à rêver dans la majesté de l'image, une trop courte métaphore. Un critique, d'ailleurs sympathique au poète, dit que le poème de Pierre Chappuis fonde son prestige sur l'imprévu de la métaphore et l'association inusitée des termes. Marc Egeldinger, dans la revue Neuchâteloise. Mais pour un lecteur qui suit le gradient d'agrandissement de l'image, tout s'unit dans la grandeur. Le poète vient de lui apprendre à boire concrètement dans la coupe du monde. En sa rêverie solitaire, le rêveur de rêverie cosmique est le véritable sujet du verbe contempler, le premier témoignage de la puissance de contemplation. Le monde est alors le complément direct du verbe contempler, contempler en rêvant. Est-ce connaître? Est-ce comprendre? Ce n'est certainement pas percevoir. L'œil qui rêve ne voit pas, ou du moins il voit dans une autre vision. Cette vision ne se constitue pas avec des restes. La rêverie cosmique nous fait vivre un état qu'il faut bien désigner comme anté-perceptif. La communication du rêveur et de son monde est dans la rêverie de solitude toute proche. Elle n'a pas de distance, pas cette distance qui marque le monde perçu, le monde fragmenté par les perceptions. Bien entendu, nous ne parlons pas ici de la rêverie de lassitude post-perception où s'enténèbrent les perceptions perdues. Que devient l'image perçue quand l'imagination prend en charge l'image pour en faire le signe d'un monde? Dans la rêverie du poète, le monde est imaginé, directement imaginé, non le paradoxe de l'imagination, alors que les penseurs qui reconstruisent un monde retracent un long chemin de réflexion, l'image cosmique est immédiate, elle nous donne le tout avant les parties. Dans son exubérance, elle croit dire le tout du tout. Elle tient l'univers par un de ses signes. Une seule image envahit tout l'univers, elle diffuse dans tout l'univers le bonheur,
que nous avons d'habiter dans le monde même de cette image. Le rêveur, en sa rêverie sans limite ni réserve, se donne corps et âme à l'image cosmique qui vient de l'enchanter. Le rêveur est dans un monde, il en serait douté. Une seule image cosmique lui donne une unité de rêverie, une unité de monde. D'autres images naissent de l'image première, s'assemblent et s'embellissent mutuellement. Jamais les images ne se contredisent. Le rêveur de monde ne connaît pas la division de son être. Devant toutes les ouvertures du monde, le penseur de monde se fait une règle d'hésiter. Le penseur de monde est l'être d'une hésitation dès l'ouverture du monde par une image. Le rêveur de monde habite le monde qui vient de lui être offert. Dans une image isolée peut naître un univers. Une fois de plus, nous voyons en action l'imagination grandissante, suivant la règle annoncée par Harpe. Le petit tient le grand en laisse, Harpe, le siège de l'air. Nous indiquions dans le chapitre précédent qu'un fruit à lui seul était une promesse de monde, une invitation à être au monde. Quand l'imagination cosmique travaille sur cette image première, c'est le monde lui-même qui est un fruit gigantesque. La lune et la terre sont des astres fruités. Comment goûter autrement un poème comme celui de Jean Quérol? Au silence rond comme la terre, mouvement de l'astre muet, gravitation du fruit autour du noyau d'argile. Jean Quérol dans Le miroir de la rédemption du monde. Le monde est ainsi rêvé en sa rondeur de fruit. Alors le bonheur reflue du monde vers le fruit, et le poète qui a pensé le monde comme un fruit peut dire que personne ne blesse le fruit, il est le passé de la joie qui s'arrondit. Si au lieu d'un livre de loisirs nous écrivions une thèse de philosophie esthétique, nous devrions ici multiplier les exemples de cette puissance de cosmicité des images poétiquement privilégiées. Un cosmos particulier se forme autour d'une image particulière dès qu'un poète donne à l'image un destin de grandeur. Le poète donne à l'objet réel son double imaginaire, son double idéalisé. Ce double idéalisé est immédiatement idéalisant et c'est ainsi qu'un univers naît, une image en expansion. Dans leur grandissement jusqu'au devenir cosmique, les images sont certainement des unités de rêverie, mais elles sont si nombreuses, ces unités de rêverie, qu'elles sont éphémères. Une unité plus stable apparaît quand un rêveur rêve de matière, quand dans ses songes il va au fond des choses. Tout devient à la fois grand et stable quand la rêverie unit cosmos et substance. Au cours d'interminables recherches sur l'imagination des 4 éléments, sur les matières que de tout temps l'homme a toujours imaginées pour soutenir l'unité du monde, nous avons bien souvent rêvé sur l'action des images traditionnellement cosmiques. Ces images prises d'abord tout près de l'homme grandissent d'elles-mêmes jusqu'à leur niveau d'univers. On rêve devant son feu et l'imagination découvre que le feu est le moteur d'un monde. On rêve devant une source et l'imagination découvre que l'eau est le sang de la terre, que la terre a une profondeur vivante. On a sous les doigts une pâte douce et parfumée et l'on se prend à malaxer la substance du monde. Revenu de telles rêveries, on ose à peine dire qu'on a rêvé si grand. Comme dit le poète, l'homme ne pouvant plus songer, il pensa, Ernest La Jeunesse, dans l'imitation de notre maître Napoléon. Et le rêveur du monde se met à penser le monde par la pensée des autres. Si tout de même on veut en parler de ces songes qui reviennent sans cesse vivants et actifs, on se réfugie dans l'histoire, dans une histoire lointaine, dans une lointaine histoire, dans l'histoire des cosmos oubliés. Les philosophes de l'Antiquité ne nous ont-ils pas donné des témoignages précis des mondes substantialisés par une matière cosmique? C'étaient là les rêves de grands penseurs. Je m'étonne toujours que les historiens de la philosophie pensent ces grandes images cosmiques sans jamais les rêver, sans jamais leur restituer le privilège de rêverie. Rêver les rêveries et penser les pensées, voilà sans doute 2 disciplines difficiles à équilibrer. Je crois de plus en plus au terme d'une culture bousculée que ce sont là les disciplines de 2 vies différentes. Le mieux me semble alors de les séparer et de rompre ainsi avec l'opinion commune qui croit que la rêverie conduit à la pensée. Les cosmogonies anciennes n'organisent pas des pensées, elles sont des audaces de rêverie, et pour leur redonner la vie, il faut réapprendre à rêver. Il est de nos jours des archéologues qui comprennent l'onirisme des premiers mythes. Quand Charles Kérény écrit « L'eau est le plus mythologique des éléments », il pressent que l'eau est l'élément de l'onirisme doux.
C'est par exception que de l'eau sortent des divinités malveillantes, mais dans le présent essai, nous n'utilisons pas les documents mythologiques, nous n'en visons que les rêveries que nous pouvons revivre